Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler de notre avenir. L'avenir de la France, l'avenir de la zone euro, bien sûr de tous les points de vue, d'un point de vue économique, d'un point de vue financier, social, pour nos emplois également, notre épargne également, où faut-il investir, comment est-elle menacée, est-ce que les marchés boursiers vont redémarrer, est-ce que l'euro va continuer de remonter ou au contraire va s'effondrer. Beaucoup de questions évidemment. Alors c'est vrai que nous sommes un petit peu anesthésiés par les Jeux Olympiques, c'est le fameux dicton, donnez-leur du pain et des jeux, ça va les calmer entre guillemets. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui on est un petit peu là-dedans, donc on ne veut pas voir la réalité, mais nous sommes là justement pour vous dire la réalité. Et vu les audiences, merci d'ailleurs pour votre fidélité, c'est-à-dire que vous êtes intéressés par cette réalité économique. Alors bien sûr les chiffres du PIB français viennent de tomber, on va aussi en parler, là aussi une certaine anomalie. Est-ce que c'est normal que nous ayons une croissance de 0,3% alors que l'INSEE annonçait plutôt une stagnation? C'est un petit peu bizarre, mais enfin bon, on va voir ça dans le détail. Et puis surtout, quelles seront les perspectives pour l'avenir, pour donc la rentrée notamment, donc d'où cette question, France et zone euro, après les JO, le chaos. C'est vrai que ce risque malheureusement est de plus en plus probable. On terminera également, comme d'habitude, avec une bonne nouvelle, et donc c'est la nouvelle rubrique, la question de la semaine. La semaine dernière, on a répondu à votre question qui était peut-on ouvrir un compte à l'étranger même si nous sommes français? La réponse était oui. Et donc là, beaucoup de questions également cette semaine, donc on va y répondre. C'est une question qui revient souvent, c'est la suivante. Où doit-on ouvrir ses comptes à l'étranger? Ou est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est compliqué? Ou est-ce que c'est possible? Tout simplement, évidemment, en toute légalité. Donc on répondra à cette question à la fin de la vidéo. Alors on va commencer tout de suite donc avec le chiffre qui vient de sortir ce matin sur le PIB français. Et c'est vrai que voilà, il faut croire au miracle, puisque le PIB français a augmenté de 0,3% au cours du deuxième trimestre 2024, évidemment hors inflation. C'est vrai que c'est assez incroyable, parce que même l'INSEE annonçait une stagnation du PIB, puisqu'elle a des indicateurs avancés, on verra ça tout à l'heure. Et là, pas du tout, finalement. L'INSEE également, une sorte de, je dirais, de contre-emploi, de schizophrénie, même si beaucoup n'aiment pas ce terme. Et c'est vrai que c'est un petit peu bizarre, voilà, la croissance française, finalement, elle n'est pas si mauvaise que ça. Donc les bâtonnets bleus, c'est trimestre après trimestre, 0,3% le dernier trimestre, donc on a même révisé à la hausse, 0,3% le deuxième trimestre, c'est assez incroyable. Et si d'ailleurs on compare avec les chiffres, les premières estimations de l'INSEE, eh bien là aussi l'INSEE, je sais pas, ils ont... C'est pas David Copperfield qu'ils ont embauché, c'est vraiment de la testostérone comme on dit, c'est-à-dire on a gonflé un petit peu les chiffres. Regardez bien, donc là vous avez en bleu, c'est la première estimation donc de la variation du PIB donc de l'INSEE, trimestre après trimestre, depuis le début 2022, et en rouge c'est la deuxième estimation. Et que voit-on? À chaque fois on a révisé à la hausse. Regardez bien, on avait même une récession en 2023, 2022-2023 entre les deux, donc à charnière sur les 2 années, et là ça a été révisé à la hausse. Formidable, c'est vraiment, voilà, la statistique, on oublie de la prendre, mais c'est vrai que c'est un petit peu bizarre. Et puis là, pareil, regardez, au 4e trimestre 2023, tout à fait, on a révisé à la hausse également très fortement. On est passé d'un peu plus de 0,1% à 0,4%. Là, c'est le premier trimestre, donc 0,3% également révisé à la hausse. Donc on va vers le deuxième trimestre 2024, 0,3%. J'ai fait le calcul, depuis le début 2022 jusqu'au premier trimestre 2024, la croissance a été rehaussée de 1,6 à 2,6 points, 2,6% de croissance, c'est-à-dire 0,9 points de plus. C'est énorme, mais d'où ça sort? On doit faire confiance, on doit prendre les chiffres de l'INSEE, mais c'est vrai que ça fait un petit peu bizarre tout ça, on a des chiffres un petit peu qu'on n'arrive pas à comprendre. Alors là où c'est le pompon, j'ai envie de dire, c'est que là, on a un écart entre ce qu'annonçaient les chiffres de l'INSEE, notamment l'indicateur du climat des affaires. C'est vrai que souvent on suit l'indicateur des directeurs d'achat, on dit oui, c'est pas très bien corrélé avec les chiffres de l'INSEE, etc. Donc là, on a l'indicateur avancé du PIB français, donc la courbe bleue, l'indice du climat des affaires, donc de l'INSEE, c'est la courbe bleue, donc qui est en zone, donc qui est sous les zéros, donc qui est en zone de récession depuis le 3e trimestre 2023, et malgré cela, ça continue de croître. Là, on verra tout à l'heure, au mois de juillet, ça a très fortement chuté, d'où le chaos qu'on annonce pour la rentrée, mais néanmoins, c'est vrai que cet écart entre la courbe rouge, donc la variation annuelle du PIB, et la courbe bleue, c'est-à-dire l'INSEE lui-même qui annonce justement cette baisse du PIB, on ne comprend pas. Donc c'est vrai que ça fait un petit peu bizarre. Et donc je rappelle cette phrase de Churchill, je ne crois aux statistiques que lorsque je les ai moi-même falsifiées. Bon, on va peut-être pas aller jusque-là, mais c'est vrai qu'encore une fois, ça paraît bizarre. On va prendre avec, on va pas critiquer l'INSEE. Et sûr qu'un jour, on aura certainement une révision complète des statistiques, et là on se rendra compte qu'il y a quelques petits problèmes. Alors, si on reste quand même sur les chiffres de l'INSEE, puisqu'on n'a que ça finalement, donc on doit les commenter, on va essayer de comprendre comment on a obtenu ce 0,3% de croissance. Alors voilà, on va voir le détail des chiffres, qu'est-ce qui nous permet d'obtenir ces 0,3% de croissance. Alors déjà, consommation des ménages, ça on le vit au quotidien, 0%.
donc c'est la stagnation, après une baisse de 0,1% au premier trimestre 2024. Donc là, c'est plutôt conforme à ce que nous vivons au quotidien, donc une atonie complète de la consommation. D'ailleurs, on vient d'avoir les chiffres du mois de juin, ça a été catastrophique et malheureusement, ça va continuer. Deuxième poste, par contre, là, la consommation publique. Eh oui, 0,3% d'augmentation, après 0,6% d'augmentation le trimestre dernier. On voit bien que la dépense publique est là pour soutenir artificiellement la croissance du PIB. Si on regarde ensuite l'investissement des entreprises, alors là, c'est très moyen, seulement 0,1% d'augmentation, après moins 0,4% au cours du premier trimestre 2024. Donc ça reste, encore une fois, une mauvaise performance. Et ça montre que les chefs d'entreprise n'ont pas le cœur, j'ai envie de dire, à investir. Et là, avec ce qui s'est passé depuis le mois de juin, ça ne va pas évidemment arranger les choses. Si on retrouve maintenant l'investissement logement des ménages, là aussi on retrouve la réalité du quotidien, moins 0,5% donc au deuxième trimestre 2024, après moins 1,8% au premier trimestre 2024. Donc là, on voit bien le marasme du secteur du bâtiment, de la construction, de l'immobilier, du logement au sens large. Donc là aussi, c'est conforme à ce que nous vivons au quotidien. Et puis attention, investissement public, tiens, encore le public, plus 0,6% d'augmentation, après 0,5%. Donc là, on voit bien l'importance de la dépense publique pour soutenir artificiellement la croissance du PIB français. Alors d'ailleurs, la Cour des comptes, on le sait, ça vient de se produire aujourd'hui, a tiré le sonnette d'alarme sur les dépenses de l'Élysée. Alors c'est vrai que c'est un budget, entre guillemets, on va dire, c'est seulement 125,5 millions d'euros. C'est pas énorme, c'est quand même un dépassement de 8 millions d'euros, parce qu'on dit un déficit, mais enfin, l'Élysée n'a pas vraiment beaucoup de recettes, donc c'est vraiment un dépassement de budget. Encore une fois, c'est vrai que ce n'est pas la bonne image qu'on montre évidemment aux Français qui sont en train de se serrer la ceinture. Mais là, on comprend un petit peu au sens large, si on élargit évidemment, parce que là, c'est que, entre guillemets, 125 millions d'euros, mais si on élargit à toute la dépense publique, tout le millefeuille administratif, depuis l'Élysée, l'Assemblée, Matignon, les régions, les cantons, les ministères, les départements, les agglomérations de communes, etc. C'est ça qui évidemment fait gonfler, fait exploser les dépenses publiques. Donc ça soutient le PIB, mais artificiellement, et ensuite il faudra payer, notamment avec de la dette, et notamment également avec un risque d'augmentation des impôts. Donc c'est une bonne nouvelle pour une mauvaise nouvelle à venir malheureusement, mais voilà, on comprend mieux pourquoi effectivement le PIB continue de croître malgré ce qui est en train de nous arriver à nous d'un point de vue notamment sur l'investissement logement des ménages ou des entreprises ou sur la consommation des ménages. Variation de stock, là c'est 0 points, ça ne contribue à rien, donc exactement comme au premier trimestre 2024, donc il n'y a pas de surstockage. Ensuite on a ce qui a soutenu artificiellement également la croissance, même si c'est important bien entendu, ce sont les exportations, 0,6% et notamment avec la vente d'un paquebot, après déjà 0,7%, donc entre la vente d'armes, la vente de paquebots, ça gonfle les exportations. Finalement, c'est une bonne nouvelle, on ne va pas dire le contraire, mais néanmoins, là aussi, ça ne reflète pas la réalité interne de notre économie. Sur les importations, d'ailleurs, c'est 0% après moins 0,3%. Je rappelle que les importations, ça contribue négativement donc, à la croissance. Donc ça, quand c'est moins 0,3%, ça veut dire que c'est une contribution positive à la croissance. Donc ça aussi, ça peut expliquer la variation positive du PIB au premier trimestre 2024. Et donc justement, si on regarde maintenant la demande intérieure finale hors stock, en maintenant quand même la consommation publique à l'intérieur, on a seulement une croissance de 0,1% au deuxième trimestre 2024, après 0% donc au premier trimestre 2024. Donc voilà la réalité de l'économie française. Ce n'est pas joli, malgré ce chiffre un petit peu tiré par les cheveux, mais qui montre bien que, là, encore une fois, notre quotidien, notamment sur la consommation, l'investissement des ménages et des entreprises, malheureusement, est en train de s'effondrer. Alors justement, si on regarde maintenant indicateurs INSEE, on va quand même les regarder, bien entendu, parce que c'est le seul chiffre dont nous disposons pour pouvoir faire des perspectives, entre guillemets, sur l'activité, et on a donc cet indicateur INSEE du climat des affaires qui est très bien corrélé avec le PIB normalement. Et regardez bien, c'est le chiffre du mois de juillet. Donc après évidemment la dissolution, les élections, etc. Et c'est l'effondrement complet. Regardez bien, hors période Covid, nous sommes sur un plus bas. Donc déjà depuis février 2021, mais si on enlève la période Covid, parce que c'était encore le Covid, post-Covid, entre guillemets, en février 2021, donc il y avait un effet un petit peu négatif. Mais si on enlève cette période Covid, il faut remonter à décembre 2014 pour trouver un niveau plus bas. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Donc ce qui veut dire que, attention, là, la courbe rouge va avoir du mal à rester dans le positif. Donc inévitablement, encore une fois, même si on a David Copperfield, ce que vous voulez, il faut bien que ça s'arrête un jour, bien que tôt ou tard nous ayons les vrais chiffres. Et là, évidemment, ça va être particulièrement douloureux. Et surtout, la nouveauté, c'est que cette baisse de l'activité concerne tous les secteurs d'activité. On reprend les indices INSEE, donc du climat des affaires, sur le mois de juillet. Regardez bien, c'est l'effondrement. Si on regarde dans les services, un plus bas depuis avril 2015, toujours hors période Covid, évidemment, parce que c'est un petit peu artificiel, c'était un petit peu particulier, on va dire.
Si on regarde dans l'industrie, la courbe rouge, un plus bas depuis juillet 2013. Quand on parle de réindustrialisation, encore une fois, les promesses n'engagent que ceux qui y croient, c'est sûr, mais il faut là aussi être de temps en temps proche de la réalité. On en est donc très loin. Autre secteur d'activité, le bâtiment un plus bas depuis avril 2016, c'est la courbe orange. La courbe violette, c'est donc dans le commerce de détail. Et oui, on avait un plus bas donc, depuis avril 2022, ça c'était juste après le début de la guerre en Ukraine. Et ensuite, il faut remonter à novembre 2014, hors période Covid, pour trouver un plus bas. Donc voilà où nous en sommes aujourd'hui. Et encore une fois, ce sont les chefs d'entreprise qui le disent, ce n'est pas moi. Et donc encore une fois, il y a cette inquiétude majeure. Alors peut-être les Jeux Olympiques vont donner un petit peu de baume au cœur, enfin on peut l'espérer entre guillemets, mais ça ne durera pas 15 jours et après évidemment on va revenir sur la réalité économique. Et d'ailleurs, quand on interroge les chefs d'entreprise sur leurs perspectives d'emploi, attention, ça c'est un graphique qui fait très très mal. Également, chiffre INSEE du climat de l'emploi, donc qui s'est effondré. Donc c'est la courbe rouge ici, donc on le met en échelle inversée pour voir où va aller le chômage demain. Et regardez bien, le chômage qui aujourd'hui, c'est la courbe bleue, qui est aujourd'hui à 7,5%, qui a augmenté donc par rapport au 7,1 qu'on avait il y a un an, et bien pourrait monter à plus de 8,5, voire 9% de taux de chômage de catégorie A d'ici la fin de l'année. Je vous rappelle que toute catégorie confondue, nous sommes déjà à 16% de taux de chômage. Donc là, on pourrait monter d'ici la fin de l'année à 8,5% de taux de chômage. Bien sûr, ça va dépendre du prochain gouvernement, des mesures qui vont être annoncées, de la stabilité sociale et politique française. Mais si jamais on a encore des dérapages, ou si évidemment on augmente encore les déficits publics et la dette publique, évidemment les taux d'intérêt vont augmenter. Je le dis souvent, si encore une fois il faut réformer les retraites, et je suis d'accord avec beaucoup de commentaires la semaine dernière, la réforme des retraites, la dernière, n'est pas bonne, bien entendu il faut la revoir complètement, mais si encore une fois on augmente, on ne réduit pas les déficits publics notamment du système des retraites, 30 à 50 milliards de déficit chaque année du régime des fonctionnaires, notamment de la fonction publique, évidemment, on se rend bien compte que là, ça va nous coûter extrêmement cher. On ne peut pas continuer en faisant chaque année 160 à 165 milliards de déficit public. On ne trouve pas l'argent, ça ne se trouve pas par terre. Et encore une fois, on ne peut pas continuer de s'endetter puisque les taux d'intérêt sont en train d'augmenter. Ils vont encore plus flamber d'ici la rentrée, ce qui va casser l'activité économique et donc là aggraver la récession. Et ça sera particulièrement douloureux. Toute cette augmentation du chômage en plus qui va arriver, qui est déjà en train de commencer. On a eu les chiffres la semaine dernière de la DARES, et donc qui montrent qu'on a une augmentation du nombre de chômeurs, catégorie A, au plus haut depuis octobre 2022. Donc encore une fois, quand on se gargarise en disant oui, le chômage baisse, etc., ce n'est pas vrai, ce n'est pas la réalité des chiffres. Donc là, c'est compliqué de tricher sur le chômage. Quand on voit qu'on a un taux de chômage à 7,5 de catégorie A, 16% toutes catégories confondues, ça veut dire que évidemment le chômage est là et qu'il va malheureusement continuer d'augmenter. Et ça, c'est pour notre quotidien, d'un point de vue social, sociétal, c'est évidemment particulièrement douloureux. Et d'ailleurs, si on voit l'indicateur donc d'achat des ménages, c'est la courbe rouge ici qui avait un petit peu redémarré après la forte hausse de l'inflation, mais là, ça se maintient sur des niveaux extrêmement bas. Là, c'est la consommation, la courbe bleue. Donc là aussi, nous allons avoir une baisse de la consommation qui a déjà commencé, on l'a vu tout à l'heure, et qui va s'aggraver au cours des prochains mois. Encore une fois, on ne dit pas ça de gaieté le cœur, on dit ça parce que c'est la réalité économique et qu'il faut dire cette réalité. On n'a pas le droit de mentir, comme on le fait depuis des années malheureusement, et après quand on est face à la réalité, on ne comprend pas ce qui est en train de nous arriver. Donc si on regarde, je dirais au niveau de la zone euro, piètre consolation, c'est pire dans certains pays, notamment en Allemagne. Voilà donc les variations trimestrielles du PIB, donc réel, ça veut dire hors inflation. Donc pour l'instant, tout le monde n'a pas encore publié ces chiffres, notamment au sein de la zone euro. En dehors de la zone euro, on n'a pas le Royaume-Uni, on n'a pas encore le Canada. Donc dès qu'on les aura, évidemment, ces chiffres, je les évoquerai. Pour l'instant, l'Irlande, 1,2% de croissance, il y a un effet de rattrapage. Ensuite, l'Espagne, 0,8%. Les États-Unis, 0,7%. En rythme annualisé, parce que mesure en rythme annualisé, ça fait 2,8%. Puis donc zone euro, 0,3%. La France, l'Italie, voilà, Belgique, Portugal. Ils avaient fait une bonne croissance, donc là, ça ralentit un petit peu. Autriche, 0%. Et l'Allemagne, moins 0,1%. Une baisse du PIB allemand. L'Allemagne, donc, qui est bien dans cette récession dramatique. Et si on regarde en glissement annuel, ça veut dire on compare le deuxième trimestre 2024 par rapport au premier trimestre 2023. Donc là, on a États-Unis devant à 3,1%, ensuite Espagne, Portugal, France, donc 1,1% de croissance pour l'instant. La zone euro à 0,6%. Voilà, l'Allemagne moins 0,1%, l'Irlande moins 1,4%, parce qu'il y avait effectivement un effet de rattrapage. Donc voilà pourquoi on reste quand même sur une croissance extrêmement faible, notamment au sein de la zone euro.
et ce qui génère d'ailleurs un écart assez important avec les États-Unis, parce qu'on l'a vu, donc accélération de la croissance, 0,7% donc sur un trimestre, qui veut dire 2,8% en rythme annualisé, et donc on est sur 3,1% de croissance en glissement annuel. Vous voyez, hors période Covid, on est quand même sur des plus hauts depuis 2015, donc ce qui est particulièrement positif. Et si on regarde dans les indicateurs avancés, donc notamment les directeurs d'achat, on va comparer entre la zone euro et les États-Unis. Donc là, on voit que nous sommes sur un niveau aux États-Unis où ça continue d'augmenter. On est à 55 exactement. Donc ce qui veut dire, voilà, c'est la courbe rouge. Donc la croissance américaine, la courbe bleue ici, va se maintenir durablement autour des 3%. Donc un niveau particulièrement élevé et bien supérieur à ce qui se passe chez nous. On l'a vu tout à l'heure, on est à 0,6% dans la zone euro, chiffre qui a d'ailleurs été révisé à la hausse grâce à la France, justement. Tant mieux, va-t-on dire, mais bon, là aussi peut-être un petit problème à moyen terme, alors que les Américains sont à 3,1, donc 3,1 moins 0,6, 2,5 points d'écart de croissance entre les États-Unis et la zone euro. Et si maintenant on regarde l'indicateur avancé, donc des directeurs d'achat, qu'on appelle l'indicateur composite, tout secteur confondu, vous connaissez l'enquête, il y a une barre à 50, au-dessus c'est la croissance, en deçà c'est la baisse de l'activité, donc dans la zone euro on est à 50,1, donc vraiment à la frontière, plutôt en stagnation économique. Outre-Atlantique, ça a augmenté au mois de juillet, on est à 55. Donc on va maintenir cet écart de croissance, mais peut-être même l'accélérer. Regardez bien, l'écart de croissance est au plus haut depuis mai 2021. Donc ce qui montre bien que malheureusement, les États-Unis restent sur une croissance plus forte par rapport à la zone euro. Donc là aussi, la Réserve fédérale américaine va avoir du mal à baisser les taux d'intérêt, alors que nous, on va peut-être devoir le faire à la rentrée. La BCE va devoir le faire pour stopper l'hémorragie, limiter les dégâts, mais elle ne pourra pas le faire non plus de façon énorme puisque l'inflation va rester élevée. Donc s'il y a plus de croissance aux États-Unis par rapport à la zone euro et que les taux d'intérêt américains restent supérieurs à ceux de la zone euro, mécaniquement le dollar va s'apprécier. Donc là on voit l'euro-dollar, on se maintient, vous voyez on est autour des 1,08 $ pour un euro. Ça ne va pas durer éternellement, l'euro va très fortement baissé d'ici la fin de l'année, on sera autour des 1,05 $ pour un euro, justement parce qu'on a cet écart de croissance à l'avantage de l'oncle Sam. Bien sûr, il y a les élections présidentielles américaines, donc il y a beaucoup d'incertitudes, donc ça pourra un petit peu déstabiliser le dollar pendant quelques mois, mais néanmoins la tendance sera là sur une baisse évidemment de l'euro, surtout qu'on aura à la rentrée malheureusement une crise de la zone euro, puisque comme vous le savez, le 20 septembre, la France doit proposer un programme de réduction de sa dépense publique. On ne sait pas comment elle va le faire, et a fortiori si elle annonce, on a entendu la candidate au poste de Premier ministre qui nous a dit qu'elle se fichait complètement des règles du pacte de stabilité, que ce n'était pas un objectif premier pour elle. Donc là, ça va être un petit peu compliqué, bien entendu, et au sein de la zone euro, évidemment, ça va clasher, puisque les autres pays de la zone euro, pas que l'Allemagne, mais l'ensemble des autres pays, ne vont pas accepter qu'eux aient dû faire des efforts, et pas nous les Français, même si on est les meilleurs, mais tout de même, ça ne suffira pas. Donc ce qui veut dire que là aussi, il y aura une crise de la zone euro à la rentrée, donc l'euro repartira en nette baisse, mais évidemment, on en reparlera d'ici là. Alors, quelle est la bonne nouvelle de la semaine ? La bonne nouvelle, elle est notamment sur le pétrole, puisque le pétrole qui avait monté au-dessus des 85 $ le baril au cours du mois de juillet, là, ça y est, pour la fin du mois de juillet, c'est la bonne nouvelle. On repasse sous les 80 $ le baril, à 79 $ le baril précisément. Donc voilà, ça veut dire que l'inflation devrait se stabiliser autour des niveaux actuels, et donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça limitera donc cette inflation, et donc ça maintiendra un certain niveau pour notre pouvoir d'achat. Le problème, c'est que si l'euro baisse, eh bien, ce qu'on va gagner sur le pétrole ou sur les matières premières, on va le perdre avec la baisse de l'euro, puisque lorsque l'euro baisse, ça fait augmenter le prix des matières premières. Donc l'inflation, ne nous l'aurons pas, va rester élevée malheureusement en France et dans l'ensemble de la zone euro. Et pour terminer, comme promis, la nouvelle rubrique donc de nos vidéos, la question de la semaine. Donc la semaine dernière, c'était: peut-on ouvrir un compte à l'étranger si nous sommes non résidents, donc si nous sommes français notamment? Eh bien oui, c'est tout à fait possible, on l'a évoqué. Et là, beaucoup de questions justement pour me dire où faut-il ouvrir ce compte? Alors bien entendu, on ne va pas faire de la publicité. Chacun, évidemment, en fonction de ses sensibilités, a envie d'aller à l'étranger. C'est sûr que si on se délocalise physiquement ou si on crée une entreprise à l'étranger, c'est beaucoup plus facile. Mais on peut se prémunir. Alors pourquoi faut-il ouvrir un compte à l'étranger? C'est pas par manque de patriotisme. On ne sait jamais, c'est comme pour l'or, c'est la poire pour la soif. C'est-à-dire que bien entendu, si un jour nos dirigeants ont envie de ponctionner dans les comptes, ça sera plus difficile de le faire à l'étranger. Et encore une fois, bien sûr, on parle d'argent propre, il ne s'agit pas de frauder. D'ailleurs, je l'évoquais la semaine dernière, il faut déclarer ses comptes au fisc français, bien entendu, pour éviter justement de payer une amende qui peut aller jusqu'à 1 500 € par compte non déclaré. Donc, il ne faut pas s'amuser avec ça, non, il faut tout simplement le déclarer. Maintenant, c'est sûr que l'État français ne pourra pas ponctionner des comptes qui sont évidemment à l'étranger. Et puis après, on ne sait jamais comment va évoluer la France. Ça redémarre un jour, mais si pendant une certaine période ça s'effondre vraiment,
pourquoi pas, encore une fois, cette fameuse peur pour la soif, mieux vaut prévenir que guérir. Alors, comment peut-on ouvrir un compte sur l'étranger et dans quel pays faut-il le faire? Alors, donc, il y a trois possibilités. Soit au sein de l'Union européenne, là, c'est assez facile, puisqu'en fait, il suffit d'une attestation de domicile, pièce d'identité, un RIB de votre banque française. Généralement, ça suffit dans les pays de l'Union européenne pour ouvrir ce compte à l'étranger. Alors, on peut se déplacer, on peut le faire via Internet. Pourquoi pas se déplacer? Comme ça, on voit effectivement les chargés de clientèle, ça peut être bien également. Hors de l'Union européenne, c'est un peu plus compliqué. Alors ça dépend des pays bien sûr, mais la banque peut demander donc une lettre de recommandation bancaire en disant que voilà, vous n'êtes pas justement un voyou ou quoi que ce soit, vous êtes tout à fait, je dirais, honnête. Un extrait donc d'acte de naissance, un contrat de travail, etc. Voilà, ça va dépendre évidemment des pays, donc c'est un petit peu plus compliqué. Et puis bien sûr, on peut toujours ouvrir un compte en ligne où là, il y a beaucoup moins, je dirais, de contraintes, ça coûte beaucoup moins cher et c'est beaucoup plus facile. Donc pourquoi pas, là aussi, il y a beaucoup de comptes à l'étranger. Je n'ai pas le droit de donner des noms, bien entendu, sur la chaîne, mais je vous ai promis, je ferai une formation ad hoc sur un site à part où je donnerai beaucoup plus de détails, mais pour l'instant, voilà ce que je peux faire sur notre chaîne YouTube, puisque justement, elle doit continuer à vivre, à se développer grâce à vous. Donc on ne va pas faire de bêtises, justement, on ne va pas faire de publicité, je dirais, détournée. Donc comptez sur moi pour garder cette honnêteté intellectuelle, c'est très important. Alors ensuite, quels sont les pays qui sont aujourd'hui le plus favorisés? Alors là, c'est ce qui se passe au niveau donc, de l'investissement des Français à l'étranger, l'ouverture de comptes. Alors pour l'instant, au sein de la zone euro, c'est surtout à Luxembourg, en Irlande, en Belgique, au Portugal et à Malte également, ça se développe pas mal, où les Français ouvrent de plus en plus de comptes. Donc encore une fois, c'est assez pratique, c'est la zone euro, il n'y a pas de risque de change. Après, vous avez les pays de l'Union européenne, mais hors zone euro, donc là, ça veut dire qu'il y a toujours un certain risque de change. Et là, les pays où on investit le plus, c'est notamment en Bulgarie et en Hongrie. Il y a beaucoup également de Français qui se déplacent dans ces pays-là, qui vont même habiter, qui sont même résidents dans ces pays-là. Donc là, il faut également faire une déclaration au fisc français pour justement avoir une sorte de quitus fiscal et dire qu'on est maintenant résident à l'étranger, parce que ces pays-là ont des accords fiscaux, évidemment, avec la France. Après, on a les pays européens hors Union européenne, évidemment. Donc là, il y a toujours un risque de change. Et surtout, il y a des démarches un petit peu plus compliquées. Alors bien sûr, on pense à la Suisse. Alors la Suisse, il faut être honnête, c'est coûteux et c'est surtout très élitiste puisque souvent elle demande un certain niveau de patrimoine pour ouvrir justement ce compte. Donc c'est pas réservé à tout le monde, donc c'est pas forcément, je dirais, une bonne idée, sauf si on a vraiment un gros patrimoine. Le Royaume-Uni, alors ça aussi c'est plus complexe, surtout depuis le Brexit. Donc souvent ils demandent d'être résident ou d'avoir un contrat de travail ou d'ouvrir une société là-bas. Gibraltar, là aussi c'est quand même le Royaume-Uni aussi, mais ça peut également aider. Et le Liechtenstein, voilà, là aussi risque de change. Alors après, on a les pays non européens et là aussi c'est vrai que ça se développe de plus en plus, et encore une fois, c'est les chiffres qui le montrent. Beaucoup de Français vont investir. Bon, là, il faut plutôt se déplacer aux Bahamas, l'île Maurice, ça parle français notamment, au Canada aussi, en partie, ça parle français. Alors, beaucoup d'Émirats arabes unis, là, évidemment, Dubaï, ça attire. Encore une fois, uniquement de l'argent propre dont je parle. Le reste, c'est évidemment, il faut lutter contre tout ça. Le Panama, le Costa Rica, et voilà un petit peu les pays aujourd'hui qui sont le plus favorisés, où c'est assez facile d'ouvrir ces comptes. Moi, je vous conseille quand même de vous déplacer, et puis ça peut être sympa de voyager justement et de voir ce qui est en train de se passer, mais pourquoi pas? Voilà un petit peu l'ensemble de ces pays-là. Et bien sûr, vous pouvez toujours ouvrir un compte sur Internet, c'est donc très simple, il y a des frais limités, il n'y a pas de risque de change si c'est en zone euro, mais attention, il faut regarder parce que là, il n'y a pas une sécurité optimale, parce qu'on est quand même face à un ordinateur, donc des fois, il y a des bonnes hotlines, etc., mais ce n'est pas forcément évident. Moi, je préfère justement rester, avoir ce contact, ce lien plus physique, va-t-on dire, et encore une fois, attention pour le fisc français, on doit déclarer ses comptes, d'autant que la plupart des pays dans le monde font maintenant des échanges avec l'Union européenne. Il y a une liste que j'ai trouvée sur le site de la Commission européenne. Vous allez voir, il y a quasiment tous les pays, notamment de l'OCDE. Alors évidemment, l'Union européenne, les accords sont déjà faits, ils sont faits de facto, bien entendu, mais là, c'est tous les pays hors Union européenne. Alors il y en a beaucoup, évidemment, je ne vais pas tous les évoquer, mais voilà, faites une petite photo, vous faites un arrêt sur image, vous regardez tous les pays. Donc, il y en a beaucoup, même des petites îles, etc., qu'on n'imaginerait pas. On se dirait, non, finalement, eux, ils vont être sympas. Non, on ne peut pas s'amuser, encore une fois. Il faut lutter, justement, contre toutes ces fraudes fiscales, puisque là aussi, ça limite, encore une fois, je dirais, nos recettes, et donc ça augmente les déficits. Donc ça, il faut absolument abolir tout ça. Donc c'est important, encore une fois. Moi, je parle de protection de notre épargne. C'est pas du tout, évidemment, une image de fraude ou quoi que ce soit. Surtout pas. L'honnêteté avant tout, c'est évidemment le plus important. Alors, j'ai quand même trouvé, donc, sur le site de la Commission européenne, des pays qui ne font pas partie, qui n'ont pas signé d'accord. Voilà. Alors, ils sont là. Bon, il faut avoir envie d'y aller aussi. Bon, le seul pays qui me paraissait bizarre, mais un jour ça va arriver, c'est pas
Panama, parce que Panama, bon, généralement c'est plutôt sympa, entre guillemets, mais bon, on ne sait jamais. Alors évidemment, il y a beaucoup d'États un peu particuliers, va-t-on dire. Voilà. Donc attention, prudence, puis bon, aller dans ces pays-là, parfois, certains d'entre eux, ça peut être particulièrement dangereux. Là, on voit ce qui se passe actuellement, notamment au Venezuela. Donc espérons qu'ils en sortiront, qu'ils retrouveront la liberté. Voilà. Donc le plus important, c'est que quoi qu'il arrive, et sans que c'est un peu le but d'ouvrir ses comptes à l'étranger, l'État peut évidemment, encore une fois, vous demander de payer des impôts sur les gains que vous allez faire, mais que l'État français puisse ponctionner sur des comptes à l'étranger, ce n'est pas conforme au droit international, donc il ne pourra pas évidemment le faire. Et puis si vous ne faites pas de gains sur vos comptes à l'étranger, là aussi il n'y aura pas d'impôts à payer. Donc voilà pourquoi c'est plus une protection qu'une stratégie d'investissement agressive, etc. Alors évidemment, ces pays-là proposent des très bons placements, notamment avec des placements rémunérés, beaucoup mieux souvent qu'en France, mais là il faudra déclarer les gains que vous auriez réalisés effectivement dans ces pays-là pour que le fisc français évidemment prenne ses petites recettes, bien entendu. Alors si ça change demain, on en parlera, mais en tout cas voici aujourd'hui la réalité que nous pouvons donc décrire, et donc c'est ça le plus important, cette poire pour la soif, au-delà de l'or, parce qu'il faut également en acheter pour avoir cette poire pour la soif, c'est cette protection justement pour notre épargne. Je rappelle que notre épargne a déjà été taxée, puisque l'épargne, c'est ce qui reste de notre revenu. On a un revenu, on consomme, ce qui reste, on l'épargne. Donc ça a déjà été taxé sur l'impôt sur le revenu. Après, il y a la CSG, etc. Donc c'est taxé en permanence. Donc il n'y a pas de raison qu'on nous ponctionne encore davantage. Voilà, donc sauvons notre épargne. C'est tout ce que je vous souhaite, évidemment. Voilà pour votre question. Donc n'hésitez pas à poser d'autres questions. Je répondrai la semaine prochaine donc, à la question de la semaine. Vous la posez sur évidemment les commentaires sur la chaîne YouTube notamment, vous m'envoyez un message sur acdfi.com. Donc je précise pour tous les abonnés premium, merci encore, ils sont de plus en plus nombreux. Merci de m'envoyer un mail via acdfi.com où j'aurai donc votre adresse mail et je vous enverrai directement tous les slides parce qu'on ne peut pas le faire via YouTube. Voilà, merci encore pour votre fidélité, bonne continuation, passez un bel été malgré tout et espérons que nous réussirons encore une fois à sauver la France. Merci pour votre fidélité, merci pour vos likes, vos pouces vers le haut, pour vos abonnements, pour faire abonner, pour faire la souscription si vous souhaitez devenir abonné premium. Et surtout, encore une fois, gardez l'espoir, j'ai envie de dire. Profitez bien, carpe diem, parce que la rentrée sera un petit peu compliquée. On en reparlera d'ici là. Merci beaucoup, bonne continuation, portez-vous bien et à très bientôt.